Bonjour Luc. Bonjour Valentin. Donc tu es maître zen, tu as été ordonné à un moine en 1979 par maître Deshimaru. Et tu es installé à Vie depuis une dizaine d'années. Voilà. Tu es poète, éditeur, traducteur, jardinier. Et donc tu animes des sessions, des sessions de méditation à Vie et dans d'autres dojos aussi en Europe. Et tu as aussi créé le site Deux Versants qui regroupe des informations très précieuses sur le zen, sur les enseignements et également des rencontres que tu fais au fil de ton chemin. Oui, c'est un site qui regroupe mes activités de moine zen et mes activités d'éditeur. C'est pour ça que je l'ai appelé Deux Versants. Donc on va commencer par parler du zen et par ton histoire. Est-ce que tu peux nous en dire est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert la pratique et notamment peut-être ta vie avant le zazen, comment t'en es venu Oui, bon, je vais essayer d'être pas trop m'étaler. Moi je sors d'un passé de rébellion ouverte. J'ai été élevé dans des institutions, des pensionnats religieux. Je me suis heurté au système très tôt. J'ai été viré de je ne sais pas combien d'établissements. Et j'ai pris le chemin de la rébellion. Je me suis engagé dans des mouvements politiques et j'étais dans la rébellion ouverte. Et tout ça a fini par tourner un peu vinaigre, j'y croyais de moins en moins, surtout après les événements de 68, dans les années 70. Et j'ai tourné toute cette énergie vers le voyage. Donc j'ai passé pas loin de 10 ans à voyager sur la route, un peu en vagabond. Et notamment, j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis, en Amérique centrale et en Amérique latine, où je cherchais désespérément une forme de connaissance, de choix de vie, de manière de vivre auprès des Indiens. Donc j'ai été visiter pas mal de tribus indiennes avec lesquelles j'ai pris des plantes hallucinogènes, j'étais à fond dans ce truc-là. Jusqu'à ce que là aussi, je m'aperçois que j'étais dans une impasse, que ça ne me menait nulle part. J'ai pris conscience de ça à la fin de mon voyage, après avoir pris l'ayahuasca avec un chaman équatorien. Je me suis rendu compte que je n'allais nulle part et j'ai décidé de rentrer. Donc je suis rentré et là je me suis lancé pareil à cœur perdu dans la quête de la voie spirituelle. Je me suis mis à lire les soufis, les mystiques chrétiens, les tibétains, bouquins sur le zen. J'étais très impressionné par le bouquin de Erigel, le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Et je lisais, je cherchais désespérément, jusqu'à ce qu'un hasard de la vie me fasse rencontrer maître Deshimaru. Donc tout simplement, à l'époque, je travaillais comme machiniste à la salle Pleyel et je me suis esquinté le dos en transportant un piano. Je suis allé voir un kiné qui exerçait à côté de Pernetti, avec lequel j'ai eu noué des bonnes relations d'amitié, et je lui parlais de ma recherche. Et il m'a dit, mais dis donc, tu sais pas qu'il y a un maître zen, là, juste au coin de la rue, à Pernetti? Je lui ai dit, ah bon? Et c'est comme ça que j'ai débarqué au dojo de maître Deshimaru. J'avais déjà 30 ans, 31 ans. Et d'une certaine façon, c'est une très bonne chose que je ne l'ai pas rencontré avant. Parce qu'avant, j'étais dans un tel état d'esprit rebelle que je me serais sauvé à toutes jambes au bout d'une séance. Tandis que là, j'étais beaucoup plus ouvert, beaucoup plus disponible. Et maître Deshimaru m'a immédiatement attrapé l'esprit, attrapé le cœur. Et je me suis rendu compte, mais vraiment d'une manière définitive et totale, que j'étais arrivé chez moi, que j'étais enfin rentré à la maison. Et j'ai commencé à pratiquer avec lui, et depuis, je n'ai pas arrêté. D'accord. Il est mort en 82, et j'ai continué, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop le zen, est-ce que tu peux nous expliquer qui est maître Deshimaru et pourquoi il a eu une influence importante sur... Maître Deshimaru, c'était un drôle de spécimen aussi. C'était un petit japonais, roblé, costaud. Il faisait à peine plus d'1m60, on avait l'impression qu'il faisait 1m90, tellement il avait une telle présence physique. Qui avait lui aussi un cursus assez particulier. Il ne venait pas du tout du milieu clérical, contrairement à l'immense majorité des mondains japonais. Il était fils de samouraï,
Il avait eu, celui même qui le disait, un passé assez tumultueux pour un Japonais. Il n'avait jamais fait carrière, ce qui est vraiment exceptionnel chez les Japonais. Et il était même, si on veut, à la limite de l'escroquerie. Par exemple, il se trimballait avec plusieurs cartes de visite, parce qu'au Japon, on échange toujours les cartes de visite. Et lui, il en avait plusieurs selon ses interlocuteurs, différentes. Et le dernier emploi, si on peut dire, qu'il a eu au Japon, avant de venir en Europe, en France, il faisait les lignes de la main assis en tailleur à la gare de Shinjuku, sur l'esplanade. À la mort de son maître, tout ça, ce sont connaissances que je me suis forgées à la fois à travers ce que Maître Deshimaru nous disait, ou ce qu'il a pu me dire personnellement, et à travers les gens avec qui on a pu discuter, qui l'ont connu. Il n'y a rien de scientifique. Je regrette qu'il n'y ait pas eu vraiment une biographie sérieuse de fait de Maître Deshimaru. C'est dommage, mais c'est un peu tard. Donc, Kodo Sawaki, qui était son maître, sur son lit de mort, lui a dit « Le zen est moribond ou en train de mourir au Japon. S'il te plaît, toi, tu as beaucoup de charisme, va m'enseigner en Occident. » Et Maître Deshimaru a pris ça de plein fouet. Et les dernières années de sa vie, outre qu'il faisait les lignes de la main et la divination sur la gare de Shinjuku, son ami, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui est venu avec lui en France, nous racontait qu'il était en zazen dans le parc de Ueno, qui est un parc populaire, et qu'il faisait zazen toute la journée, assis dans le parc. Il s'était vraiment axé, il avait pris de plein fouet cet enseignement de Kodo Sawaki, il avait axé toute sa vie sur la pratique du zazen. Il n'avait plus de vie professionnelle, plus de vie familiale, il était totalement axé sur zazen. Il voulait venir en Occident, il ne savait pas trop comment faire. Et il a été enseigné dans un camp de macrobiotique organisé par Oshawa, le fondateur de la macrobiotique, qui, entre parenthèses, voulait en faire son héritier, il voulait faire des Deshimaru son héritier. Il a été donc enseigné le zen dans un camp macrobiotique, et là, il a rencontré Daniel Ghetto, le macrobiote français, qui donc a été son premier disciple, chronologiquement. Et quand il a vu qu'il y avait un Français à ce camp macrobiotique de Oshawa, il lui a sauté dessus et il lui a dit « You must bring me to Europe ». Il faut que tu m'emmènes en Europe. C'est ce qu'a fait Daniel Ghetto, il l'a invité en Europe. Et donc, Maître Deshimaru est arrivé à Paris par le transsibérien, sans aucune mandature officielle. Il a été mandaté par personne, avec simplement le carnet de notes de Kodo Sawaki, son zafu, son kolomo et son kessa. Il a été reçu par des macrobiotes, il a été hébergé au sous-sol, je crois, de la boutique macrobiotique, où il a commencé à pratiquer et à enseigner, et pour vivre, il faisait des massages. Et c'est parti comme une traînée de poule. Il a trouvé des disciples tout de suite. Moi, ça aussi, ce sont des on-dit, parce que moi, j'étais pas là, je suis arrivé plus tard, je suis arrivé en 77. Et il a trouvé des disciples un petit peu, pour être bref, dans deux milieux. Dans cette mouvance post-68 hard, un peu alternative, et puis d'un autre côté, chez les bouddhologues, chez les spécialistes du bouddhisme. Et très vite, il y a eu un conflit entre ces deux générations, on pourrait dire. Et les bouddhologues sont partis. Ils ont dit qu'ils connaissaient le bouddhisme bien mieux que Deshimaru, ce qui était vrai d'ailleurs. Et ils sont partis, et il est resté toute cette faune, pour employer ce mot, un peu bizarre, un peu excentrique, mais qui avait une sincérité dans sa pratique très très forte, et d'où sont issus la majorité des grands disciples actuels. D'accord. Et le zen, du coup, c'est... Et il y a des dojos, il a commencé à ouvrir des dojos partout, il a très vite quitté sa petite arrière-boutique, et très très vite, il a ouvert le dojo de Perniti. D'accord. Et le zen, c'est fondé sur ce qu'on appelle la pratique du zazen, qui est la méditation. Le zen, tel qu'il est transmis dans cette lignée, donc la lignée de Kodo Sawaki et d'Aifen Deshimaru, se réduit exclusivement à la pratique de la posture. Tout le reste en découle. Mais il n'y a pas de zen en dehors de la pratique de la posture. Et justement, il y a trois attitudes, je crois, dans la posture, Shikantaza, Mushotoku et Ishiryo. Est-ce que tu peux les expliciter? C'était les trois mots maîtres, les trois mots clés de l'enseignement de Maître Deshimaru, qui revenaient sans arrêt. On pourrait trouver d'autres phrases aussi qui sont essentielles, mais les trois mots clés qui forment vraiment le socle de l'enseignement de Maître Deshimaru, donc c'est ce que tu viens de dire, Shikantaza, qui veut dire simplement s'asseoir. Rien d'autre. On s'assoit. Ishiryo, qui est beaucoup plus subtil, qui demanderait des développements interminables sans qu'on arrive à en faire le tour. Ishiryo, dans la traduction qu'en donnait Maître Deshimaru, ça veut dire la pensée au-delà de la pensée. La pensée qui ne s'arrête ni sur la
pensée, ni sur la non-pensée. Donc, qui est une pensée intuitive, qui nous vient des entrailles du cosmos, qui nous relie complètement au cosmos. C'est une pensée où l'esprit ne s'arrête sur rien. Simplement, il laisse passer des choses qui lui viennent, des phénomènes, il est comme un miroir. Sans aucun développement rationnel, sans aucune quête intellectuelle. C'est Ichiryu, ça c'est vraiment le secret, quelque chose de très précieux. Et le troisième, c'est Mushotoku, qui aussi est un mot très très important, qui veut dire aucun esprit de profit. Quand on pratique Zazen, on ne cherche rien pour soi-même. Si on cherche quelque chose pour soi-même, on se plante immédiatement. C'est complètement impossible. D'accord. Et justement, tu parlais des pensées, il y a beaucoup de gens quand ils commencent à pratiquer la méditation ou le Zazen, ils sont vraiment pris par ce flot de pensées. Quelles sont toi tes indications, notamment sur les débutants, ceux qui pratiquent au niveau des pensées? Tu parles des débutants, mais c'est vrai, pour moi ça fait presque 45 ans que je fais Zazen, je suis aussi assailli par un flot de pensées, surtout dès que je m'assois en Zazen. Et j'éprouve d'autant moins de scrupules à le dire, que Kodo Sawaki, qui est considéré comme un des grands maîtres du Zen du XXe siècle, dit exactement la même chose. Il y a un passage qu'il vient de lire, il dit chaque fois que je m'assois en Zazen, il y a une bagarre infernale entre le démon Kodo Sawaki et le Bouddha Kodo Sawaki. Et il dit jusqu'au bout de la pratique, on sera confronté avec ce phénomène. C'est simplement l'ego qui se rebiffe. L'ego ne veut pas qu'on lui vole la domination qu'il exerce sur notre petite personne. Et il se rebiffe tout le temps quand on l'assoit en Zazen et il se met à partir dans tous les sens, à raconter des milliers d'histoires. Le secret de notre pratique, c'est ce que Maître Deshimaru appelait l'observation inconsciente. C'est-à-dire qu'on observe cela, pour reprendre une image zen, comme le miroir reçoit tous les phénomènes, sans en retenir aucun et sans en rejeter aucun. Donc la posture est simplement le miroir de tous ces phénomènes, sans qu'il n'y ait d'identification. C'est une observation inconsciente. On observe comme un miroir. On ne rejette pas, on n'essaie pas d'éliminer, mais on ne nourrit pas ce processus mental et psycho-affectif. On en est simplement le témoin immobile. D'accord. Et j'aimerais revenir justement, tu parlais d'ego, et c'est un mot qui est très présent dans le bouddhisme ou dans la spiritualité en général. Je crois que c'est lié plus ou moins intimement avec la personnalité. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette notion? Qu'est-ce que c'est que l'ego? Comment on peut travailler justement dans la pratique avec cet ego? Alors, si on veut regarder les choses en face, sans tourner autour du pot, la pratique de la voix, dans le zen, mais dans les autres voies aussi, ça consiste à tuer son ego, à se débarrasser totalement de son ego. Il y a une phrase de Dogen qui est très révélatrice là-dessus. Il dit une vision inversée des choses vous pousse à vous identifier avec ce qui n'est pas vous-même, c'est-à-dire avec l'ego, et vous empêche de voir que vous êtes Bouddha. Donc, le postulat de base, la seule foi qu'on nous demande d'avoir lorsqu'on pratique la voie, c'est de croire à notre nature propre, à notre nature essentielle, non née, non créée, qui est une nature divine et qui est le cosmos tout entier. Et l'ego, c'est-à-dire les pensées, les impulsions, les émotions, font entrave, font obstacle entre notre vraie nature et nous-mêmes. Donc la pratique de la voie, c'est arriver à se débarrasser de son ego, arriver à mourir à soi-même, mourir avant de mourir. Maître Deshimaru le disait souvent. Et il disait, lorsque vous faites Zazen, vous entrez dans votre cercueil. D'accord. Mais du coup, cet ego, c'est pas quelque chose. On se rend compte aussi que c'est pas quelque chose qui existe en fait. L'enseignement du Zen, c'est que cet ego n'a pas d'existence propre, qu'il est purement illusoire. Et ça passe du coup par une expérience. C'est pas du tout. On peut pas le faire par exemple intellectuellement. La pratique de la voie, je ne sais pas si je dois dire la voie ou le zen, parce que je parle du zen, mais je sais aussi que les autres voies disent la même chose, n'attache d'importance qu'à l'expérience intime, à la vérification personnelle. Les théories et les grands discours n'ont d'aucune utilité, ils ne font qu'entretenir les illusions. Il n'y a rien d'autre que l'expérience intime, la vérification par soi-même. Et j'aimerais revenir sur cette notion de Mushotoku, sans but, sans profit. C'est vrai que moi je trouve que ça a une dimension aussi révolutionnaire, parce que c'est un des seuls espaces aujourd'hui, la méditation, où
Vraiment, il n'y a pas cette quête de profit, cette quête de gain. Et du coup, pourquoi selon toi, cette pratique du coup est révolutionnaire? Il y a un côté, voilà. Je ne sais pas si cette pratique est révolutionnaire, c'est retrouver la condition originelle, c'est la démarche véritablement authentique de l'homme qui cherche sa vraie nature. Alors révolutionnaire, c'est vrai qu'elle va à l'encontre notamment du courant dominant qui prône la satisfaction de tous les besoins. Mais je ne sais pas si c'est révolutionnaire, c'est vraiment le retour à l'ordre naturel des choses. C'est vraiment l'authenticité, la quête de l'authenticité et du naturel. Alors est-ce que c'est révolutionnaire? C'est révolutionnaire par rapport aux idées courantes. Le fait qu'on ne recherche rien pour soi-même, parce que tu parlais de ça, mais ça c'est vraiment quelque chose dont il faut se convaincre totalement. Tant qu'on cherche quelque chose pour soi-même, on est voué à se tromper. Puisqu'en fait il s'agit, le soi-même dont il est question, c'est-à-dire l'ego, il s'agit simplement qu'il disparaisse, pour laisser place à ce qu'il y a de beaucoup plus authentique et de beaucoup plus profond. Où il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation entre le soi et le cosmos. Il n'y a pas de séparation entre le soi et les autres. On est un point du grand tout. Et lorsqu'on est bien centré en tandem, dans cette posture, et qu'on a son énergie concentrée dans le tandem, on est le centre du cosmos, on est le centre du monde. D'accord. Alors j'aimerais revenir sur une citation de Kodo Sawaki qui m'avait frappé. N'est-il pas évident que le plus grand bonheur consiste à faire ce que tu as à faire? Et c'est vrai que là on parlait du côté révolutionnaire, le fait qu'on est dans une société qui nous tire un peu hors de nous-mêmes. Comment la méditation elle peut nous assurer que nous faisons les choses qui soient les plus essentielles pour les autres et pour nous-mêmes, qu'on vit du coup une vie qui soit totalement en accord avec ce qu'on est? C'est un enseignement très très précieux de Kodo Sawaki, que j'aime énormément. Il me dit à chaque instant, je fais simplement ce que je fais. Je fais simplement ce que j'ai à faire. Ça rejoint un peu l'idée de Mushotoku. C'est-à-dire que la pratique de la voix, c'est une pratique de la présence à l'ici et maintenant, à chacun de tes gestes. Et à partir du moment où tu as cette concentration désintéressée, tu ne peux pas te tromper. Parce que tu ne travailles pas pour toi-même, tu n'es pas en quête d'un profit personnel. À partir du moment où tu as une foi, une confiance totale dans ta vraie nature, tu ne peux pas te tromper. C'est totalement impossible. Il n'y a que l'ego, le malin, comme disaient les chrétiens, qui nous trompe, qui nous fait croire des choses et qui nous emmène dans des chemins complètement erronés et illusoires. Quand on se fie simplement à la vraie nature des choses, à ce qui existe, à ce qui est, l'erreur n'est pas possible. C'est pour ça qu'une des grandes phrases clés de l'enseignement de Sensei, en dehors de Maître Deshimaru, en dehors des trois mots qu'on citait, Shikantada, Ishayo, Mushotoku, une des phrases qui revenait tout le temps dans son enseignement, c'est inconsciemment, naturellement, automatiquement. À partir du moment où tu as l'esprit libre, où tu n'es pas en train de brasser des calculs, ou des peurs, tu peux agir inconsciemment, naturellement, automatiquement. Tu ne peux absolument pas te tromper. Et en plus de ça, si tu te trompes, ça n'a aucune importance. D'accord. Tu parlais justement d'esprit libre. Du coup, de quelle liberté on parle dans le bouddhisme zen? Parce que nous, dans la société, souvent la liberté, c'est pas n'importe quoi, c'est de faire ce qu'on veut ou de. Non, de ça n'a rien à voir avec cette liberté-là. Ouais. Il y a un exemple dont je parle souvent quand on me pose des questions que j'aime bien. C'est dans un bouquin de Primo Levi, où il est en camp de concentration, et il raconte que sur un grabat, dans l'immense dortoir, là, il y a un vieux juif, très vieux, qui est en train de mourir dans un camp de concentration. Et sur son lit de mort, il irradie une telle liberté, une telle joie, un tel bonheur, que les gens, dès qu'ils ont une minute, dès qu'ils arrivent à s'échapper une minute, ils viennent se recueillir auprès de ce vieillard agonisant. Et donc ce type-là, il est totalement authentique, totalement libre, dans un camp de concentration. C'est-à-dire que vraiment dans le pire cul de basse-fosse qu'on puisse imaginer. La liberté, c'est la liberté par rapport à son propre ego. Et quand on est libre de son propre ego, on est libre partout. L'enseignement du zen, c'est d'aller à la source, d'aller aux racines. Et si on va à la source, si on va aux racines, c'est en soi-même qu'on trouve nos entraves. C'est pas dans le monde extérieur.
Donc c'est libre. On doit travailler en fait à être libre. C'est pas quelque chose qui est... Le mot n'est pas bon, parce qu'en fait il s'agit de lâcher prise. C'est comme si tu disais, je vais travailler à ouvrir mes mains. Mais non, tu les ouvres. D'accord. C'est un lâcher prise. D'accord. Et c'est extrêmement difficile, c'est parce que c'est exactement ce dont l'ego ne veut pas. Il ne veut surtout pas ça, il veut garder l'emprise sur la personne. D'accord. Le prince des illusions, le malin. Et un ancien disciple de Maître Deshimaru disait, Étienne Zeissler disait, comprendre profondément, c'est comprendre par soi-même. Et on comprend souvent à travers de concepts, de théories ou de normes. Et dans la médiation, de quelle compréhension il s'agit de retrouver et en quoi justement cette compréhension peut être libératrice pour un autre. Ouais, mais cette phrase d'Étienne est très forte et très juste. Étienne était pour moi le plus profond des disciples de Maître Deshimaru. C'est celui qui avait été le plus loin dans la compréhension de l'enseignement du maître. Et comprendre par soi-même, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, l'expérience intime. C'est la seule compréhension qui a de la valeur. Les autres n'en ont aucune. Tant que tu comprends intellectuellement, ça vaut pas le coup. Comprendre par soi-même, ça relève de l'intuition et de la conviction intime. Et quand ça t'arrive, tu le sais pertinemment. Mais le problème, c'est que cette compréhension-là, tu ne peux pas l'attraper, tu ne peux pas la saisir. C'est complètement impossible. Elle est là ou elle n'est pas là. Tu ne peux pas la fabriquer, tu ne peux pas la garder, tu ne peux pas la thésauriser. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment avec l'expérience de Zazen. Et il ne faut surtout pas s'attarder là-dessus. Si tu essayes de saisir ça, alors là, de nouveau, tu t'emberlificotes. Elle peut s'exprimer. C'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui arrive, qui advient. D'accord. Et qui est le propre de l'homme, qui est notre nature propre. Mais elle peut s'exprimer par contre d'une manière par exemple artistique ou... Moi je me réfère toujours aux quelques grands maîtres zen que j'ai rencontrés, notamment Maître Deshimaru. Pour moi, Maître Deshimaru exprimait cette compréhension à longueur de temps. Mais bien entendu, inconsciemment, naturellement, automatiquement, il n'y avait aucun calcul, aucun artifice. Il le faisait naturellement, parce que c'était un grand maître zen et qu'il avait véritablement intégré cette façon d'être au monde. Et les gens étaient très impressionnés, même des gens qui n'avaient aucune foi, aucune croyance. Quand ils le voyaient, et je me souviens, moi, me promener autour de Perniti après Zazen, les gens, mais je veux dire les gens de la rue, le boucher, le cantonnier, sur son passage s'arrêtait et spontanément joignait les mains et le saluait. Tellement il dégageait, tellement il rayonnait. Donc, un maître zen, en théorie, il exprime ça tout le temps, à travers tous les gestes de sa vie. On dit que Sakyamuni, le Bouddha, il émanait de lui une telle authenticité, une telle grandeur d'âme, que même lorsqu'il déféquait, les gens, c'est un de ses disciples qui raconte ça, Gajo, il le suivait, il l'a vu déféquer derrière un buisson, et il a fait gâchot. Tellement cet homme-là resplendissait dans le moindre de ses gestes. Et du coup, justement, souvent on fait une distinction entre la spiritualité et la vie quotidienne, ou la pratique et la vie quotidienne. Dans le zen, c'est vraiment... Il n'y a pas de distinction du coup entre... Il y a une relation dynamique entre l'un et l'autre. Parce qu'on n'est pas assis en zazen 24 heures par jour, bien entendu. Ouais. Donc, zazen se nourrit de notre vie quotidienne, et notre vie quotidienne se nourrit de zazen. C'est une continuité sans rupture. D'accord. Maintenant, je reviens à ta question précédente. Tu me demandais aussi si tu me posais une question sur l'art, si on peut exprimer cette compréhension par l'art. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes parmi les disciples de Maître Deshimaru. Il y en a qui sont vraiment des grands artistes. Et Maître Deshimaru lui-même écrivait des poèmes, faisait des calligraphies. Dogen était un poète hors pair. Et bien sûr, on peut exprimer l'inexprimable par l'art, à travers toutes les formes d'art, à travers la poésie, la peinture, la musique, la chanson, la danse. D'accord. Et tu trouves le zazen, la méditation peut ouvrir du coup aussi à ça, c'est-à-dire à une pratique artistique. Je pense que oui, parce que zazen libère l'intuition, donc zazen libère la création, la force créative. D'accord. Alors on a parlé un peu de foi, il y a
cette citation de Kodo Sawaki qui me plaît beaucoup. Lorsqu'il parle de foi, la majorité des gens n'ont pas autre chose en tête que d'embrasser le cul du Bouddha. Et selon toi, c'est quoi du coup la foi véritable et comment du coup cette foi peut s'incarner dans nos vies pour nous permettre de faire ce que nous avons à faire? J'ai aucun mal à te répondre parce que Maître Deshimaru parlait souvent de ça et il disait la seule foi dont vous aurez besoin dans votre pratique, c'est de croire en votre propre esprit. C'est-à-dire de croire en sa nature propre, en sa nature incréée, non née, non périssable, de croire en sa véritable nature. Et ça, moi, ça recoupait complètement mon expérience personnelle. Moi, mon envie de pratiquer, de trouver une voie, m'est venue comme une sorte de révélation. Je me rappelle un jour, j'étais au parc des Buttes Chaumont, où j'étais en train de ruminer, je souffrais, et où je me suis rendu compte que j'étais enfermé dans un personnage qui n'était pas moi. Qu'il y avait, au-delà de ce personnage, un autre moi qui était beaucoup plus réel, beaucoup plus authentique. Et que c'est ce moi-là que je devais trouver. Et c'est une forme de révélation, je n'ai pas peur de le dire. Et quand il m'arrive d'avoir des doutes ou de souffrir, etc., je repense à cette certitude qui m'a submergé à ce moment-là, qui m'a mené sur la voie et qui me porte encore. Et ça, pour moi, c'est la seule foi qui nous est demandée pour pratiquer la voie, parce qu'il y a des moments où c'est très difficile, il y a des moments de doute, de lassitude, c'est de croire en soi-même, mais pas en son petit ego, de croire en sa dimension infinie. Et quand on commence à entrer là-dedans, on s'aperçoit que c'est de l'ordre de l'évidence. Il ne peut pas en être autrement. C'est pas possible que ce soit autrement. C'est une évidence absolue. Et cette fois, il faut ne jamais la perdre de vue et la retrouver en cas de besoin. Et on en avait parlé aussi un peu la dernière fois, cette fois, du coup, elle a à voir aussi avec une forme de confiance. Oui. Une confiance assez profonde. Oui. Pour moi, il n'y a pas une grande différence entre ces deux mots. Ils se recoupent. Et du coup, là aussi, c'est quelque chose qui est lié à l'expérience. Parce que souvent, moi, par exemple, pendant longtemps, la foi, je pensais que c'était la foi, je le reliais à la croyance. Mais la foi, du coup, c'est une expérience. C'est quelque chose vraiment qui est relié à la foi. La foi n'a rien à voir avec la croyance. Absolument rien à voir avec la croyance. Ça, c'est deux choses totalement différentes. D'ailleurs, dans le Zen, on nous demande de croire en rien du tout. Croire, c'est pas une activité très intéressante. Croire, c'est pour les gogos. D'accord. Et il y a une question aussi au sujet, dans le monde, dans la société, on peut être pris par une sorte de quête de reconnaissance ou une volonté d'exister par rapport aux autres. Comment la méditation, le zazen nous libère-t-elle du coup de cette quête de reconnaissance et d'obtenir un certain statut dans le monde social? Cette quête dont tu parles, c'est une des illusions, un des bonos, comme on dit dans le zen. Il y en a un paquet. Alors il y a celui-là, il y en a d'autres. Il y a tous les bonos, la quête de la reconnaissance, la quête du pouvoir, la quête de l'argent, la quête du sexe, la quête de la jouissance gastronomique, tout ce qu'on veut. Des quêtes, il y en a. Maître Deshimaru disait, parce que des fois on lui reprochait de boire de whisky, de fumer des cigarettes. Et il disait, ouais, c'est pas bien, si vous connaissez un maître zen plus grand que moi, je vous en prie, ne vous gênez pas, allez le trouver. Mais faites attention, parce qu'il y a une illusion qui est bien pire que toute celle-là, c'est l'illusion spirituelle. Et je trouve que c'est assez percutant. Quand on commence, et on la voit souvent chez des gens qui entrent dans la pratique, on peut l'observer quand soit on a du recul et qu'on voit. Tout d'un coup, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont devenir quelqu'un de spécial, qui vont devenir un espèce de saint homme, d'illuminé, au-delà de la condition humaine et bien entendu au-delà du commun des mortels. Et ils commencent à se prendre pour quelqu'un de très important. Et ça, c'est la pire des illusions. Quand on ne peut arriver à rien, ni par soi-même, ni pour soi-même. C'est vraiment le... Nous, on est des petites créatures, comme des moustiques, comme des éphémères, qui apparaissent et qui disparaissent. On voudrait bien être autre chose, mais malheureusement, c'est pas vrai. Même Jésus, même Bouddha sont morts, même Deshimaru. Et si tu veux, pour citer une anecdote, quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est la manière dont Maître Deshimaru est mort. Il ne s'est absolument pas préoccupé de la continuité de sa mission. Il venait de donner totalement 15 ans de sa vie pour mettre en place une mission. Il s'était dévoué corps et âme. Et il n'a pas nommé de successeur. Il nous disait, vous n'êtes pas mûr, c'est pas vrai, je ne peux pas vous donner la succession. Il a pratiqué la zen jusqu'à la dernière minute, alors qu'il souffrait comme un damné, qu'il avait un cancer du pancréas, paraît-il.
il est monté dans l'avion et il est mort à sa descente d'avion. Il ne s'est absolument pas préoccupé de ce qui se passera après lui. Il nous disait, j'ai semé plein de graines, il va bien en pousser quelques-unes. Et il avait raison. Il en a poussé plein des graines. Mais il a fait jusqu'au bout, comme disait Kodo Sawaki, je fais ce que j'ai à faire. Et puis quand c'était fini, allez hop, KO. Advienne que pourra. Et ça, c'est vraiment pour moi une grande leçon. Nous devons absolument comprendre que nous ne sommes pas grand-chose. On est des... Et justement, tu parlais des illusions, tu travailles avec des disciples. Comment justement comment tu peux éclairer certaines illusions dans lesquelles certaines personnes tombent? Comment ça se passe? C'est au disciple lui-même de trouver, oui, de s'éclairer lui-même, ou comment ça? Oui, le maître ne peut juste que toucher du doigt, le maître ne peut pas faire le travail à ta place. En plus de ça, si tu veux, moi je suis loin d'avoir la personnalité, et la présence et la force de maître Deshimaru. Je fais ce que je peux, d'abord parce qu'il me l'a demandé, c'est lui qui m'a dit, vous devez continuer, vous devez enseigner. Donc je le fais parce que j'ai toujours cette voix qui me répète ça. Mais je ne me prends pas du tout pour un grand maître, et ce que je m'efforce de faire, c'est d'enseigner l'enseignement authentique, de m'en tenir à l'enseignement des patriarches, à mon expérience intime bien entendu, mais à l'enseignement des patriarches, à l'enseignement de Deshimaru, à l'enseignement de Kodo Sawaki, à l'enseignement de Dogen, à l'enseignement des patriarches chinois. J'essaye de faire passer ça. Maintenant, je ne pense pas être un grand éducateur, je ne pense pas être très doué pour faire bouger mes disciples. Et maître Deshimaru, par exemple, il faisait comment pour éclairer les illusions de ses disciples? Maître Deshimaru, il était capable de complètement capter l'esprit des gens, de rentrer profondément en toi-même, et donc de t'aider en connaissance de cause, en sachant qui tu étais. Maître Deshimaru, c'est un maître exceptionnel, comme on en voit un par génération. On ne peut pas... Voilà, je n'ai pas du tout l'ambition d'être à la hauteur de ce bonhomme, tu vois. D'accord. On fait ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, et puis on n'est pas là pour très longtemps. Bah justement, on a souvent peur justement de ne pas être là pour très longtemps, et je trouve que la peur, c'est une émotion qui est quand même assez répandue dans nos sociétés. La peur de vivre, enfin la peur de mourir, mais aussi la peur de vivre. Et comment du coup, dans la méditation zazen, comment la méditation peut nous libérer du coup de cette peur? Et tout à l'heure, tu parlais du besoin de reconnaissance. La peur, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus viscéral et qui est ancré chez tous les êtres humains. Et Maître Deshimaru, à la fin de sa vie, il voulait organiser un symposium à la Journalière qu'il avait appelé le symposium de la non-peur. Parce que pour lui, c'était véritablement un point clé. On n'a pas besoin d'avoir peur. Et lorsqu'on a cette confiance, cette foi dont on parlait tout à l'heure, la peur ne disparaît pas. Parce que les bonhommes ne disparaissent pas. Mais elle revient à sa juste place, c'est-à-dire quelque chose qui n'a aucune importance, sur lequel on ne mise pas, on ne table pas, on ne nourrit pas sa peur. Moi, je sais par exemple que, à une époque, j'ai eu peur des chiens. Et puis j'ai dit, ça suffit. Maintenant, tu n'as plus peur des chiens. Et j'ai pas peur des chiens. Et quand il y a un chien méchant qui vient vers moi je vais vers lui, je lui parle, je lui fais des sourires, et ça marche très bien. Et les bonous sont comme les chiens. Ils aboient, et si tu as peur, alors là, ils se jettent sur toi. Mais si tu n'as pas peur, tu es invulnérable. Qu'est-ce qui peut t'arriver? À part mourir. De toute façon, tu auras le droit, a priori. La peur, c'est vraiment un obstacle sur lequel il ne faut pas s'appesantir. Il faut vraiment arriver à trouver sa distance, ne pas se laisser paralyser par la peur. Et continuer d'être, continuer d'agir. D'accord. On va parler justement un peu plus d'action sociale. Kodo Sawaki dit Zazen est au-delà du bien et du mal. Il ne s'agit pas d'une éducation morale. Zazen prend place là où finissent communisme et capitalisme. Comment la méditation Zazen, du coup, elle nous évite de rentrer dans un nouveau système de dogmes, de croyances et d'idées préconçues? Comment justement, ça rejoint peut-être un peu le côté révolutionnaire, que si on ne rentre pas du coup dans une sorte de nouveau club ou dans un... Mais c'est au-delà en fait de... D'une certaine façon, j'ai déjà répondu à ta question. Quand je t'ai dit que faire Zazen, suivre la voie, c'est retourner à la racine, retourner à la source. C'est dans le Shodoka, je crois, qu'il est écrit, cesser de fouiller dans les branches, retourner à la racine. Toutes ces idées, ces théories politiques, philosophiques, c'est vraiment fouiller dans les branches. La racine des difficultés de l'homme, de la souffrance humaine, c'est l'attachement à l'ego.
Et ça, c'est pas par la politique que tu vas t'en débarrasser, dans aucune forme de contestation sociale. C'est en revenant véritablement à la racine, à ta racine de ton propre ego. Et en trouvant, toi, la liberté et l'authenticité. Moi, j'ai été très longtemps militant politique, violent, je me suis beaucoup mouillé. J'ai totalement tourné le dos à cette façon d'agir. Je n'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, on n'a qu'à voir tous les régimes et tous les systèmes politiques dans lesquels on a pu croire, où est-ce qu'ils nous ont menés. Il n'y a aucun espoir de ce côté-là. C'est un homme qui suit la voie, il a le droit de faire de la politique, ça ne me regarde pas, ça. Il fait comme il veut. Mais il ne faut pas mélanger les deux, ça n'a rien à voir. Et du coup, selon toi, comment la méditation peut aider du coup, à construire une société qui soit plus équilibrée? Comment ça peut participer? Parce que la méditation va créer des hommes équilibrés, et des hommes équilibrés, inconsciemment, naturellement, automatiquement, vont mettre en place un système qui ne sera pas basé sur l'avidité et sur la peur. Moi, je pense, si on veut changer la société, il faut partir d'en bas. Il faut partir de soi-même et élargir petit à petit autour de soi, sa famille, ses amis, son village, se lancer dans des initiatives qui ne sont pas des initiatives de revendication politique, qui sont des initiatives concrètes de jardinage, de poésie, de musique, où on exprime le plus possible, le mieux qu'on peut, cet être authentique et libre, et on diffuse autour de soi. Et c'est à partir de ce processus de diffusion, qui pour moi vient de la pratique, vient de Zazen, parce que moi ce que je diffuse, c'est ma conscience de Zazen, que la société pourra changer. Elle ne changera d'aucune autre manière. Donc c'est quelque chose beaucoup par le bas, à l'échelle individuelle? Par le bas. D'accord. Bon. En élargissant de plus en plus autour de soi. Et ça, tu penses que on traverse actuellement quand même une crise écologique quand même assez importante. Tu penses que... Moi, je vois par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans l'écologie, mais qui sont assez déconnectés de la réalité, qui n'ont pas l'expérience du réel, etc. Et tu penses que le fait, par la pratique, le fait de faire l'expérience aussi, parce qu'on fait l'expérience de soi-même, on fait aussi l'expérience du monde, peut aider justement à du coup avoir une vision beaucoup plus juste du réel et des souffrances. Oui, moi je pense que la cause écologique va devenir de plus en plus populaire et partagée. Parce que c'est une évidence, maintenant tout le monde le sait, que si on ne fait pas ce qu'il faut faire, on va droit dans le mur, on va à la catastrophe et à la disparition d'un nombre incroyable d'espèces, dont probablement l'espèce humaine. Même à la limite à la disparition de la planète, si on continue à suivre le chemin qu'on suit à l'heure actuelle, avec les pollutions, le nucléaire, on ne va pas durer bien longtemps. Pour moi, ça ressort de l'évidence même. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui partagent cette évidence et qui commencent. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des expériences concrètes. Et il y a plein d'expériences. Il y a plein d'expériences qui se font. Plein. Quand on se tient au courant, il y a plein d'expériences de jardinage, de jardin partagé, de culture biologique, et même de communautés de vie fondées sur un fonctionnement différent, un vivre ensemble différent. Et bien entendu des pratiques agricoles différentes. Il y a même maintenant des mairies partout qui s'organisent sur un mode de fonctionnement différent, collectif, avec consultation continuelle des citoyens. Donc il y a des processus qui sont à l'œuvre. Et si tu veux ça, moi ce qui m'intéresse, ce sont les expériences concrètes. Les théories politiques, je m'en fous éperdument, et je n'y crois pas une seconde. Mais par contre, toutes les expériences du mieux vivre ensemble, du meilleur fonctionnement, et du refus de la pollution, et des dégâts que fait l'espèce humaine, toutes les expériences concrètes, pour moi, sont vraiment bienvenues, et c'est le seul espoir qui nous reste. D'accord. Parce que souvent, il y a cette urgence écologique, et on peut se dire, des fois, il y a des gens parfois qui peuvent dire, voilà, s'asseoir en méditation, comme ça, en apparence, une personne assise en méditation ne fait pas grand-chose. Comment tu peux... Pour moi, ça ressort de l'évidence même. La pratique de la voie, c'est l'abolition des séparations entre soi-même et l'univers. Donc à partir du moment où on comprend ça, on comprend qu'on est un élément de l'univers. Comment peut-on avoir des comportements qui ne respectent pas l'environnement, la vie et l'univers entier? Pour moi, la pratique spirituelle est nécessairement écologique. Sauf qu'avant, elle n'avait pas besoin d'être parce que le problème n'existait pas. Les hommes avaient plus ou moins des comportements écologiques, plus ou moins, parce que si on regarde bien, ils ont fait pas mal de conneries, il y a belle lurette. Mais
pour moi, ça coule de source. Et Deshimaru, il y a plein de citations de lui qui montrent qu'il était vraiment engagé en faveur de l'écologie. Et il voulait faire de la Gendronnière un lieu préservé, totalement écologique. Maître Deshimaru, il allait même jusqu'à dire que Zazen pouvait sauver le monde. C'est-à-dire, il avait quand même il disait Zazen sauve le monde. Et c'est-à-dire à quel... en se sauvant soi-même, en fait, d'une certaine manière. Il ne faut pas toujours essayer de décortiquer. Il y a certaines phrases qu'il faut prendre comme ça, sans essayer de les comprendre. Mais si tu veux, moi, je me suis quand même interrogé sur cette phrase. Et pour moi, elle a un sens qui est très riche, qui est probablement son sens supérieur. C'est que quand tu fais Zazen, tu t'éveilles. Tu as accès à la conscience éveillée. Et là, tu t'aperçois que le monde est sauvé. Que le monde est déjà sauvé. Tu t'aperçois que tout va bien, les choses sont parfaites, que les choses sont comme elles sont, et qu'elles ne pourraient pas être autrement. Que le processus cosmique est un processus sans fin, sans début ni fin, qui se renouvelle sans cesse, et que c'est parfait. Et donc tu as, ayant accès au monde, entre guillemets, sauvé, eh bien, tu sauves le monde. Ça, c'est le sens peut-être le plus élevé. Maintenant, il y a un sens quand même plus concret, qui est, en prenant l'exemple de Maître Deshimaru, ce truc de faire tache d'huile, c'est qu'autour de lui, il diffusait cette façon d'être, il diffusait cet enseignement. Et donc il sauvait le monde. D'accord. Du coup, vu que quand on médite ou qu'on pratique Zazen, on est conscient de l'environnement, comment on s'engage au-delà de la pratique? Comment aujourd'hui, vu l'urgence de la situation, vous voyez que les personnes peuvent s'engager? Oui, par des jardins locaux, par des... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans des expériences concrètes. C'est pas que je pense que ça suffit, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Je ne fais aucune confiance aux hommes politiques. Aucune. Et je ne pense pas que rien ne viendra des élections, des changements de gouvernement. Si par hasard des écolos prenaient le pouvoir, ils feraient comme les autres, ils viendraient complètement tordus. Moi, je ne pense qu'il n'y a que par des expériences concrètes autour de soi, en diffusant, en règlement autour de soi, qu'on peut arriver à changer des choses. Et je pense que... Tu vois, d'un côté, il y a des informations qui sont désespérantes. On voit qu'on va à la catastrophe. Et d'un autre côté, il y a des informations qui sont réjouissantes. Moi, je connais autour de moi une poignée de jeunes, tu vois, qui ont 20-30 ans, et je vois comment ils organisent leur vie, comment ils sont engagés dans des mouvements, dans des expériences concrètes, comment ils ne marchent pas dans la combine, comment ils ne cherchent pas à faire carrière, comment ils n'écoutent pas les histoires. Moi, ça me donne courage, parce que je sais que la relève, la société humaine de demain, elle est déjà en train de se mettre en place. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles aussi. Mais les bonnes nouvelles, ce sont les engagements concrets, les expériences concrètes. Par des gens qui ne marchent pas dans la combine, qui font autre chose. Et quand ces gens ont cette conscience-là et ne marchent pas dans la combine, parce que être sur la voie, ça demande toute une vie, ça prend le temps d'une vie entière. Oui. Du coup, ces gens qui veulent s'engager, quelque part, il y a un choix entre la voie et s'engager. Oh, pas du tout. Ils peuvent faire les deux. Mais bien sûr, enfin moi j'essaye de faire les deux. Là. Parce que la voie, ça prend quand même 5 heures par jour. Ah non, la voie, ça prend 24 heures par jour. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu peux très bien pratiquer la voie et t'engager dans un mouvement, dans une expérience concrète. Okay. Il y a pas, pour moi, il n'y a absolument aucune contradiction. Je vais te poser peut-être une toute dernière question, c'était sur la transmission. C'est un point qui me travaille un peu. Quand les êtres humains, donc dans le bouddhisme, il y a quand même cette idée de transmission, et ça se fait plus ou moins dans une institution ou dans un groupe collectif humain organisé. Est-ce que c'est possible, selon toi, de s'organiser collectivement à grande échelle pour se libérer individuellement sans qu'il y ait des problèmes de quête de pouvoir ou de reconnaissance entre les uns et les autres? Je ne sais pas si c'est une question. Je ne vois pas le rapport entre ces deux aspects de la question. Tout à l'heure, on parlait par exemple au Japon, le fait que tu parlais par exemple des moines japonais qui se baladaient en Rolls-Royce. Oui, qui recevaient le temple de papa. Voilà, ouais. Exactement. Comment dans l'organisation d'une institution humaine, préserver l'essence de la pratique? Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Sans que, si tu veux,
la transmission, dans Zen, c'est quelque chose de fondamental. La transmission du maître au disciple. Maintenant, il ne faut pas confondre ça avec la carrière, et le papier tamponné, et le saut officiel. Ça, c'est tout à fait secondaire. Par exemple, si tu veux, moi, comme tous les autres disciples de Maître Deshimaru, je n'ai pas reçu la transmission officielle de Maître Deshimaru. Mais dans mon cœur, pour moi, je ne pense pas pour moi, c'est pas pour moi, il y en a peut-être 50 autres. Je ne peux pas faire je ne veux pas dire que je suis la réincarnation de Deshimaru, pas du tout. Mais moi, j'ai la conviction intime d'avoir reçu la transmission de Maître Deshimaru. Et d'ailleurs, dès le début, dès que j'ai commencé à m'asseoir avec lui. Et maintenant, la seule chose qui me légitime et qui me motive, c'est que je considère que j'ai la transmission de Maître Deshimaru. Sans aucun papier, sans aucun... Il y a une transmission de maître à disciple, qui se fait, comme on dit dans Zen, inshin denshin, de mon cœur à ton cœur. D'accord. Ça, alors, il n'y a pas de voie du Zen sans transmission. La voie du Zen se transmet depuis l'origine des temps de maître à disciple. De même que le soufisme, ou de même que beaucoup d'autres écoles. Mais ça a été un peu trop fixé dans le marbre, essentiellement par les Japonais. Hein. D'abord par les Chinois. Dans le bouddhisme indien, ça n'existait pas. Hein. Il n'y avait pas de lignée, il n'y avait pas de... Mais les Chinois ont ce culte des ancêtres et cette révérence pour la lignée. Donc ils ont fabriqué d'abord de toutes pièces des lignées, avant eux. On sait maintenant que le Bodhidharma n'a jamais existé. Ils ont fabriqué de toutes pièces des lignées. Et ils ont vraiment marqué dans le marbre toutes les... Et les Japonais ont encore renforcé ce truc-là. Les lignées officielles avec pour moi, c'est tout à fait secondaire, ça. Et il y a des gens qui peuvent être des grands maîtres, même à la limite sans avoir reçu de transmission de cœur à cœur. Parce que ça, on ne peut pas l'inventer. Ça existe ou ça n'existe pas. Tu vois, la rencontre se fait ou ne se fait pas. Et il y a des gens qui n'ont jamais rencontré un maître, qui n'ont jamais reconnu quelqu'un comme leur maître, et ça ne les empêche pas du tout d'accéder à un niveau de réalisation maximum et d'enseigner. Il ne faut pas s'arrêter sur la... Quand on rencontre quelqu'un qu'on reconnaît comme son maître, il faut le suivre. Il faut le suivre, il faut l'écouter, il faut pratiquer avec lui. Et si on reçoit sa transmission, il faut continuer ce chemin-là. Mais ça, c'est un chemin parmi d'autres. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de maître. D'accord. Bon. Je ne sais pas si vous avez... J'avais une question justement. Tu peux poser ta question. Là, vous avez parlé de transmission d'un maître à un disciple. Aujourd'hui, on vit dans une société démocratique où on a complètement changé peut-être l'ordre des relations. Est-ce que vous utiliseriez est-ce que tu utiliserais un autre mot pour les transmissions qui se font, comment dire ça? Oui, dans la vie de tous les jours, parfois, il y a la présence de quelqu'un qui vous touche beaucoup, qui ouvre quelque chose. Mais bien sûr. Quelqu'un qui a le cœur ouvert, il va recevoir... Quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui aborde la vie avec le cœur ouvert, et non pas braqué en étant sûr d'avoir raison, en voulant marcher sur les autres, il va recevoir des enseignements de tout le monde. Tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais ça va lui arriver régulièrement. Et c'est une forme de transmission. Ça, c'est vrai. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont complètement ouvert les yeux, ouvert le cœur. Et encore plus à partir du moment où je suis devenu prêt à l'accepter, quoi. Parce que ça demande, comme on dit, un travail sur soi, une libération. Il faut être prêt à accepter ça. Accepter d'avoir tort, par exemple, tu vois. Et ça, c'est pas évident. Il y a, pour moi, dans Zen de Deshimaru, dans Zen que je pratique, la clé de voûte, l'axe, c'est Zazen. Mais il y a autre chose qui est presque aussi important et qui pour moi est centrale, c'est Gassho, ou Sambai. C'est-à-dire faire abstraction de soi, s'en remettre totalement à ce qui te dépasse. Ne rien chercher pour toi-même, t'effacer complètement. Par le Gassho, ou par Sambai. Pour moi, ça fait vraiment partie de la dimension de la voie. Pas du tout chercher à avoir raison et à meilleur que les autres, ça n'arrive à rien, ça. C'est complètement paradoxal, mais c'est à partir du moment où tu renonces complètement à toute quête personnelle, à
toute issue, à arriver où que ce soit. À partir du moment où tu renonces totalement, tu fais complètement sans paille, que tu vas pouvoir être toi-même, que tu vas pouvoir te réaliser en tant qu'être humain, devenir véritablement soi-même, comme dit, je ne sais plus si c'est Deshimaru ou Kurosawa-ki, je crois que c'est Deshimaru. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de ton parcours. Tu disais que finalement tu étais content de l'avoir rencontré à cet âge-là. Oui. Parce qu'avant tu étais très rebelle. Oh là là, je me redis, qu'est-ce que c'est que ce con-là Finalement, ça peut-être, quand tu l'as rencontré, il y a peut-être quelque chose en toi qui avait. J'étais beaucoup plus préparé. J'avais rencontré suffisamment d'échecs, d'écueils pour être prêt à. Parce qu'autrement, je le sais, je me serais immédiatement arrêté. J'aurais été bloqué par les cérémoniels, le côté des chants japonais, etc., la liturgie. J'aurais pas accepté ça. Alors que là, si tu veux, j'ai tellement été touché par cette personne que j'étais prêt à accepter ça. Et j'ai pu passer au-delà. Mais si j'étais arrivé, ne serait-ce que 2 ans plus tôt, j'aurais dû m'expliquer que c'est une bande de charlots qui se déguisent en japonais, en curé, et qui font des cérémonies. J'aurais absolument pas pu accepter ça. Moi, j'ai une dernière question. J'ai pas très bien saisi quand tu as expliqué que quand tu accédais à cet alignement, tout était déjà parfait. Est-ce que justement tout serait parfait si tout le monde était aligné, mais pourquoi dans ce cas changer si c'est déjà parfait? Quand tu regardes bien les choses avec cette hauteur de vue, le monde, la réalité, l'immo, comme dit Dogen, ceci, est sans fin. Je veux dire, on ne peut pas reculer jusqu'à un point zéro du passé, où tout commence. On ne sait pas où s'arrête. Dans les plus grands télescopes, on sait qu'ils vont jusqu'à un tout petit point, qu'il y a encore des infinités de cosmos qui se déploient. Les plus grands microscopes, ils n'arrivent pas à choper le noyau de l'atome. La réalité, elle est sans début ni fin. Elle est infinie, sans début ni fin. Et ça, c'est la vraie réalité. Et elle est parfaite, elle comprend tout. Elle comprend son propre devenir, son propre passé, l'instant présent. Et tu ne peux pas trouver autre chose. Il n'y a rien en dehors de ça. Il faut accepter qu'on fait partie de cette réalité-là, qu'on en est à un moment, un instant, un endroit, et que tout est parfait. Ça ne pourra pas être autrement, c'est comme ça. L'immo, ça veut dire ainsi, comme ça. Ça rejoint même l'étymologie de Amen, ainsi soit-il. Oui, ainsi soit-il, exactement. 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 Le ainsi soit-il, c'est vraiment faire ça en pareil aussi. Luc, du coup, tout à l'heure dans la pratique, tu disais finalement c'est quelque chose de simple, mais qui est difficile. Oui. C'est-à-dire, c'est simple parce que c'est l'évidence même. Mais c'est difficile à accepter. Quand on a la foi, on s'aperçoit que c'est l'évidence même, qu'il n'y a rien ailleurs de ça. Et c'est extrêmement difficile parce que l'ego n'en veut pas. Voilà. On se heurte sans arrêt aux caprices de l'ego, au bébé qui crie, qui pleure, qui veut son biberon. Dans le christianisme, je crois qu'on parle du vieil homme. Oui, le vieil homme. Ouais, c'est dans la mystique chrétienne et Che Guevara aussi. D'accord. Il parlait du vieil homme. Bon, merci Luc. Je t'en prie.